Salut tout le monde, je suis très content de vous recevoir dans ce bel appartement qui est aussi à force un petit peu le vôtre. C'est notre cocon de Noah Weekend et on a eu beaucoup de bol cette saison parce qu'on a reçu plein d'invités qui se sont assis juste là. Alors on a eu des beaux, on a eu Maxime Lucu, on a eu Julie Gaillet, on a eu Gauvin Serre, Jean Lassalle et il y en a plein d'autres. Et ça a donné lieu à des invités qui se sont vraiment livrés et qui ont donné aussi un petit peu d'eux et de leur Nouvelle-Aquitaine à eux. Et ça c'était génial parce qu'on a eu plein de belles histoires, de belles anecdotes, de belles images et de la musique. Et donc, je vous propose de retrouver ça tout de suite en images. Bonjour Maxime. Bonjour. Arnaud. Enchanté. Je suis trop content, Moi aussi. franchement, que vous soyez là parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être hyper jaloux parce qu'on ne vous voit pas beaucoup dans les médias. J'ai l'imsamment que vivons heureux, vivons cachés. Exactement. Est-ce qu'il y a des trucs sur ce plateau qui vous interpellent comme ça J'ai vu un petit peu derrière la photo avec mon grand frère, qui est toujours quelque chose de fort parce qu'on a joué ensemble. Le frère, Ouais. est-ce que c'est un honneur de jouer dans une carrière, d'avoir la chance de porter le maillot avec son frère? Ouais, forcément. Quand Shimoun a signé au BO et a fait ce bonheur-là de venir, c'est vrai que ça a été un moment quand même assez incroyable pour notre famille déjà dans un premier temps, mais nous aussi de jouer ensemble, de voir son frère. Quand je me souviens de me retourner quelques fois, je le voyais, je me dis putain, on joue ensemble, c'est quelque chose de fort. Donc oui, ça a été quelque chose de grand parce qu'on a grandi ensemble. Qu'est-ce que vous évoque cette photo? Les sœurs jumelles, les demoiselles de Rochefort. Voilà. Ça, c'est votre Delphine et bébé. Solange. C'est votre bébé, ce festival. Il y a un festival qui porte ce nom. C'est un festival donc à Rochefort. Et parce que nous sommes deux sœurs jumelles, donc ça s'appelle le festival Sœurs Jumelles. Et la musique et l'image sont sœurs jumelles. Ça, c'est vraiment, oui, c'est mon bébé. Et Je peux pas dire mieux, je fais que ça toute l'année, tellement ça me passionne. C'est quoi l'ADN de ce festival? Qu'est-ce qu'on y trouve? L'ADN, c'est des échos sans cesse entre la musique et l'image. Alors, on connaît la musique à l'image. Voilà, toutes les images ont besoin de musique. Mais le cinéma, la série, la pub, le jeu vidéo, l'immersif, enfin. Et puis, la musique a besoin d'images. Donc, c'est les documentaires musicaux, c'est le rapport à l'image, la captation, c'est dans les shows, maintenant, il y a beaucoup d'images. C'est comment la musique et l'image, ces créateurs parlent, communiquent de plus en plus ensemble. Donc, vous allez voir des projections, vous allez voir des concerts, et puis dans le théâtre, des rencontres entre ces deux mondes. Alors, Pierre, on a choisi, c'est pas pour rien. Vous avez vu plein d'éléments dans le décor, tous ces beaux cadres. Il y a un cadre en particulier, quand même, qui vous rappelle quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qui me rappelle quelqu'un, surtout, absolument, bien sûr, mon fidèle compagnon, mon cheval fétiche, Japlou. Et c'est bien d'avoir choisi une photo où il est en liberté, dans son pré, où il allait tous les jours. Alors, j'ai une question pour vous. Si demain, j'ai envie de vous inviter à un dîner, si je dois asseoir quelqu'un à côté de vous, et vous en avez marre quand on vous parle de Japlou, qu'est-ce que vous aimeriez aborder comme autre sujet de conversation? Oh, des tas de sujets de conversation. Vous savez, je suis assez ouvert. J'aime beaucoup la poésie, la musique. Voilà. Et alors, ne me prenez pas pour un fou, mais il y a une autre question. Est-ce que, si je vous dis que vous êtes l'homme d'un tube, comme Patrick Hernandez avec Born to be Alive, est-ce que... Je gagne moins d'argent que lui au quotidien. Mais vous vous rendez compte de la puissance de Japlou sur la vie qu'il vous a offerte et que vous lui avez offerte aussi? Ah non, bien sûr, la puissance sur ma vie. Japlou, il a métamorphosé ma vie. D'abord, il m'a fait atteindre le rêve d'adolescent qui était le mien. Et je dois dire qu'il arbitre encore ma vie quasi au quotidien. J'ai adoré une phrase, c'est une référence à un ami à vous, Hubert Parot, qui a dit « Pierre Durand, c'est pas l'homme d'un seul cheval, mais d'un seul cheval à la fois ». Oui, c'est vrai. Il a eu une très belle parole parce que, bon, j'étais quand même un amateur, on en parlera peut-être, mais enfin, nous étions Japlou et j'étais plutôt atypique dans ce milieu. Nous étions des anomalies statistiques. Nous n'étions pas prédestinés, ni l'un ni l'autre, pour devenir des champions d'équitation. Et cette singularité, bien sûr, a fait cette histoire, qui reste unique, je crois. Mais aussi, évidemment, on m'a collé l'image du cavalier d'un seul cheval. C'était oublier, évidemment, tout ce que j'avais fait avant, avec d'autres chevaux, ce que j'ai fait aussi après Japlou, mais ça a arrangé certains esprits chagrins. Et ce cavalier, qui était un cavalier, mon aîné, qui m'avait donné beaucoup de conseils d'ailleurs, avait eu cette parole, effectivement, non,
c'est pas le cavalier d'un cheval, c'est d'un cheval à la fois. Il y a un autre coin que vous connaissez, c'est Brive, et vous le connaissez par l'intermédiaire de votre guitariste. Oui. Et qui a un même penchant, un artiste qu'il adore comme vous. Ouais, bien sûr. Martial, voilà, ce Corrézien d'adoption avec qui j'ai un peu fait les 400 coups. Voilà, dans les premières années, c'est avec lui que j'ai fait les premières parties de Renaud. Et effectivement, lui était... moi, déjà, j'étais un grand admirateur de l'œuvre de Renaud, de l'homme et tout ça. Et lui, c'est vraiment encore plus décuplé, je crois, parce que dès l'âge de 3 ans, il était au concert avec le bandana. Il ne pouvait pas se faire regarder avec sa nounou sans des chansons de Renaud. Donc, c'était vraiment incroyable de partager ça avec lui. J'adore cette photo. Et alors, justement, pardon, je vous coupe, mais si je vous dis Happy Nouille. Ah ben, Happy Nouille, c'est le moment charnière de ma carrière et de ma vie aussi, quelque part, parce que voilà, on est en 2016, en octobre 2016, et il se trouve que voilà, je reçois un coup de fil de mon manager, Thomas, qui me dit faut que tu sortes du restaurant, il y a quelqu'un qui veut te parler, je te dis pas qui c'est, mais vraiment, sors tout de suite, quoi. Donc voilà, on n'avait pas trop de réseau en plus et tout ça, donc on prend pas mal de temps. On sort du resto, et là, je décroche mon téléphone et j'entends « Allô, c'est Renaud, le chanteur ». Il me dit ça, donc première réaction, je crois que c'est un peu une blague, je me dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Et voilà, très vite, il me parle de ma chanson Pourvu, il me dit qu'il a écouté, qu'il a beaucoup aimé, et puis il laisse pas mal de temps. Alors moi, je suis tellement dans un état second que la conversation est floue, parce que je suis vraiment, je suis vraiment dans un état second, quoi. Donc je me souviens à peine de ce qu'il m'a dit, mais voilà, je me souviens que ça a duré quelques minutes, et à la toute fin, il me dit voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien que tu fasses mes premières parties au Zénith de Paris pendant 10 soirs d'affilée. Et là, bon, évidemment, je me liquéfie. Je suis dans la rue. Et vous aviez pris vos places pour y aller en tant que spectateur. Et en plus, voilà, pour la petite histoire, en fait, Renaud, je l'ai toujours écouté depuis gamin. On le chantait à l'arrière de la voiture de mes parents avec mes frangins et tout. Il m'a toujours accompagné quand j'étais ado, perdu. C'est lui que j'écoutais dans le casque. Et là, en fait, voilà, on venait d'arriver à Paris il y a 2-3 ans avec ma compagne. Et c'est le retour de Renaud après 10 ans d'absence. J'avais acheté les billets pour le premier soir. Je voulais absolument être là pour son retour. Et voilà, finalement, je me retrouve de l'autre côté du micro. Et c'est complètement fou parce que... Donc ça, ce coup de fil, il a lieu le samedi. Et le mardi, on se retrouve au Zénith avec Martial. Et voilà, c'était un conte de fées qui a commencé. J'étais tellement, en fait... j'avais tellement peur que ce soit pas réel, qu'à chaque fois que je passais devant un passage piéton, je regardais 15 fois à gauche, 15 fois à droite, parce que j'avais peur de me faire renverser et pas vivre le moment, quoi. Et puis finalement, ça a été un début d'une amitié incroyable. Il y a eu 10 dates à Paris, et puis après, il m'a dit « Ouais, faut que tu fasses toute la tournée avec moi ». Donc il m'a embarqué sur 100 dates. Après, ouais, j'ai vu un programmateur de la télé, j'ai réussi à te faire venir sur l'émission, tu vas jouer ta chanson et tout. Enfin, il a été... fabuleux. Merveilleux de générosité, il m'a tendu la main comme en fait aucun autre artiste le fait, et je le remercierai jamais assez. C'est ma bonne étoile, quoi. Voilà, c'est mon parrain. 94, vous êtes vainqueur de la Route du Rhum. 97, et ça m'amène à la première archive que vous allez voir avec Éric Tabarly. Déjà, on voit votre palmarès hein, là, qui est quand même vraiment pas mal. Et donc voilà, ça c'est l'instant archive. Regardez avec Éric Tabarly. Ouais. À bord du monocoque de 18 mètres avec lequel Yves Parly a participé au Vendée Globe cet hiver, Éric Tabarly découvre les qualités du bateau et le plaisir à tenir la barre. Ça a l'air de bien marcher, il est à la barre, il est agréable à la barre. La castillage marche bien, enfin tout ça. Aujourd'hui, c'était leur toute première navigation ensemble. Les deux marins s'entraîneront cet été en Bretagne pour être au départ en août du Fastnet, une épreuve anglaise, avant de s'engager en double dans la Transat Le Havre-Carthagène en octobre prochain. Ça fait quoi de naviguer avec lui ? C'était énorme parce que donc la première course, c'était le Fastnet. Donc avec toute mon équipe, on était tous admiratifs, voilà. Éric était extrêmement respectueux. Il avait ce côté militaire et il me disait « mais c'est toi le skipper » et tout ça. Et moi, je dis « non, Éric, t'as beaucoup plus d'expérience que moi ». Et donc, on a beaucoup passé de temps ensemble. On a réorganisé les cars. Moi, l'équipage, je connaissais très peu. J'avais fait de l'équipage autour de bouée, mais course au large, voilà. On a organisé les cars ensemble.
Et c'était le calme, l'assurance, L'expérience. le minimum de mots pour dire juste toujours le mot juste, et un grand bonheur. Après, il disparaît en 1998. Vous vous souvenez le moment où vous apprenez sa disparition? J'imagine ça. Absolument. Ouais, je m'en souviens comme hier. J'étais en train de naviguer sur le bateau, sur le banc près du banc d'Arguin. Et puis, Hervé Corbière m'a appelé pour me dire que Eric était tombé à l'eau, qu'on n'avait pas de nouvelles. C'était au mois de juin. C'était pas possible pour moi parce que je venais de passer un an avec lui, quoi. On a une autre archive qui nous a beaucoup touchés quand on l'a vu. Ça ramène quelques années en arrière. Il est toujours aussi beau. Alors, quelle était cette occasion? C'était les championnats du monde d'athlétisme en 2003. Ça fait quoi de chanter la Marseillaise quand même? Ça a été je crois que je sais pas si je l'avais revu en fait depuis, mais ça a été un moment quand même très très important en ce sens que c'est fort quoi de chanter en Mondovision. J'avais 23 ans et ce que ça a généré aussi au Pays Basque en termes de critiques et en termes de qui ont finalement suivi toute ma carrière et voilà, c'est toujours un moment un peu spécial de ma carrière que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire et voilà, mais voilà, 20 ans après, j'en entends encore parler par rapport à certains Basques qui n'ont pas compris que je puisse moi chanter la Marseillaise en tant qu'artiste basque. Voilà. On aime bien dans cette émission essayer d'avoir des témoignages de proches, d'un cercle, de votre premier cercle. Alors là, il y en a certains qui préfèrent rester un peu discrets. Et là, il y en a un, regardez, qui a une question pour vous. Comment fais-tu pour être génial tout en te faisant passer pour quelqu'un de désinvolte, alors que je sais que tu travailles beaucoup tes dessins et c'est pas rien comme signature, c'est Plantu. On pouvait évidemment que faire appel à un dessinateur. Ouais. On est pris de court ou pas? Non, mais c'est rigolo parce qu'en tant que désinvolte, on a envie de dire toi d'abord quand même, parce qu'il a cet esprit un peu désinvolte. Mais je travaille beaucoup mes dessins et là, il est très gentil. Voilà, il est très gentil. Moi, si je peux épurer au maximum, voilà, c'est le mieux que je puisse faire. Voilà. Alors, dans la veine de Plantu, parce que c'est quand même aussi un monsieur, on a une archive qu'on voulait vous montrer, regardez. Entre Georges Wolinski et Justine, c'est plutôt l'amour vache. La demoiselle n'apprécie peut-être pas la manière dont le dessinateur dépeint la jante féminine, et pourtant c'est son album Salut les filles qui lui permet aujourd'hui de mettre le prix de l'humour vache à son tableau de chasse. La femme, objet de tous les désirs et la plupart du temps femme facile, une vision misogyne dont se défend Wolinski. Je n'ai que de l'amour pour les femmes, que de la tendresse. Et je les aime tellement que je ne peux pas être méchant avec elles. D'ailleurs, c'est vrai que ma femme me dit parfois ce dessin ne me fait pas rire. Genre, bon, il fait rire mes copains en tout cas. Lui aussi, c'est une autre légende. Est-ce que ces propos-là aujourd'hui, c'est difficile de jongler entre toutes ces thématiques aujourd'hui? Alors oui et non, parce que Wolinski, c'est très particulier, parce que moi je suis vraiment fan, et c'est vrai que Wolinski, c'est très bavard. Et Wolinski, c'est toujours plein de doutes. C'est pour ça, c'est ce qui rend ses dessins tellement bons, c'est qu'il est vraiment constamment dans le questionnement et dans le doute. Et c'est vrai que j'ai lu assez tôt Wolinski,
Et autant en réserve, c'est une charge et une frappe, c'est atomique, hein, en réserve. Autant Wolinski, il y a vraiment constamment ce questionnement, c'est très... Voilà. Et ça, je trouvais que c'est ça très intéressant de pouvoir lire ça étant jeune, parce que ça permettait aussi de me confronter à mes propres doutes et à mes propres réflexions, alors que ce soit sur les femmes, sur la sexualité, sur les gens, sur la politique, voilà. Mais Wolinski, il a ce côté questionnement constant, en fait. Alors, il y a autre chose qu'on aime bien faire dans cette émission, hormis le fait de danser. On regarde souvent les réseaux. Ah ouais. Voilà, ce qui est Bien quand même sûr. important dans votre vie aujourd'hui, parce qu'il faut Tout à aussi fait. arriver à communiquer. Ouais. Et alors, il y a un moment, il y a une photo qu'on a retenue, qui est assez jolie. C'est un disque d'or. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment ? Alors là, c'est le jour de la sortie de mon dernier album. C'était le 13 juin 2025. Et c'est le jour de la release party. Donc là, on était le 12 juin 2025. Et on m'a remis, donc j'ai fait un showcase et on m'a remis donc mon premier disque d'or. Et en plus, c'est un disque d'or à l'international. Donc quand on chante en français, ça fait quand même chaud au cœur de s'imaginer que vraiment les vibrations musicales et que des tas de gens qui ne parlent pas notre langue ont quand même été touchés par ce langage musical. Et là, on voit donc la deuxième photo pour cette chanson où j'ai eu donc un double disque d'or, donc le disque d'or à l'international et ensuite en France. Est-ce que, on parlait de ça tout à l'heure de l'héritage familial, est-ce qu'à ce moment-là, quand on reçoit ça, on se dit on devient légitime et on se dit voilà, tout ce boulot que j'ai fait, voilà, les gens m'écoutent et apprécient mon travail. Oui, ouais, ça peut paraître un peu bête parce qu'on se dit au final c'est que des chiffres, voilà. Mais l'humain a besoin de reconnaissance et c'est vrai que quand on vous rend ça, c'est de la reconnaissance des autres. Donc pour exister, on a quand même besoin de la reconnaissance des autres. On a besoin des autres pour exister, de leur regard. Et c'est vrai que encore plus quand on fait ce métier, qui est un peu un métier d'exhibitionniste finalement, parce que voilà, on raconte sa vie en chanson, on se met à nu, on se met un peu en danger, parce que c'est soi qu'on présente. Donc si les chansons ne sont pas aimées, voilà, je fais un peu un raccourci, mais c'est comme si vous n'étiez pas vraiment aimé. Donc quand on reçoit ça, moi c'est sûr que ça m'a rendue extrêmement, extrêmement heureuse. D'ailleurs, il y a un fan qui a un message pour vous. Bonjour Vanille. Parlons de ta chanson « Suivre le soleil », qui est connue dans le monde entier, ce qui n'est pas donné à tout le monde. La question peut-être qu'on va te poser le plus dans ta vie, pour cette chanson, est-ce que tu as pensé d'abord au texte, ou à la musique, ou tu as tout fait en même temps? Alors, j'ai pensé, c'est vraiment une question de musicien. C'est un jeune, c'est un débutant. Alors, j'ai en premier écrit la musique, comme la plupart du temps, et le texte est venu après. Mais je me suis pris la tête pour le texte, parce que le texte n'est pas arrivé comme ça tout de suite, mais j'avais vraiment cette suite d'accords et cette mélodie qui était prête et qui attendait que des mots viennent l'épouser. J'aime bien décortiquer avec vous un geste que j'ai lu dans votre livre. Est-ce que vous pouvez m'accompagner devant la planche de surf ? Je vais vous donner cette coupelle. Oh là là. Vous voyez où je veux en venir ? Est-ce que vous voulez mettre les gants ? Et moi, je vais la tenir. Je vais prendre des risques. On va se mettre ici. Apparemment, vous... Ah, c'est beaucoup de légendes, tout ça. C'est vrai ? Moi, j'ai lu que pour faire gaffe, pour ne pas prendre un KO... En fait, quoi qu'on fasse sur le mouvement, la tête, elle doit être ici, assez basse. Quand on la monte, le menton, il s'expose. Voilà, il s'expose. Et moi, encore une fois, ayant un peu de boxe, j'ai commencé à 18 ans, j'avais ce défaut-là. Et donc, on faisait beaucoup de shadow. Au moment où on travaille... Alors, ah oui, c'est vous qui mettiez la coupelle. En fait, c'est là... Mais c'est une légende. Non, non, on l'a quand même... On l'avez vraiment fait. Mais c'est juste pendant 1 minute, 2 minutes, c'est un round, c'est juste pour en fait, imprimer ce qu'on appelle le schéma moteur dans le cerveau, que la tête, elle doit être basse. Donc ça veut dire que vous la coinciez ici. Voilà, et puis on faisait les mouvements, il fallait que la tête elle reste là et que le menton se lève pas. Okay. Le menton se lève, il tombe. Il y a eu beaucoup de vaisselle cassée ou pas? Non, non, c'était vraiment pour comprendre ce mouvement on l'a fait une fois. Maillard, tu restes là. Mais j'imagine que c'est vrai, quand on est sur le ring, derrière on visualise l'assiette, on se dit attention l'assiette. Et puis la sensation, c'est vraiment avoir
être gêné dans la vision, parce que quand vous êtes là, vous voyez moins bien que là, sauf que là, vous êtes en danger. Vous êtes sympa, vous m'avez pas envoyé un crochet. Il y avait ce film, vous aviez vu Toto le héros, oui. Ce film belge. À un moment, elle dit, mon papa, il est au travail. Mon papa, son travail, il est derrière la porte. On le voit avec la valise, il ouvre la porte, il ferme la porte. Le travail était derrière la porte. Et moi, je me suis toujours dit, ma vie, elle est privée, elle est derrière la porte. Mon métier, il est de l'autre côté. Et donc, de séparer aussi cette vie privée, je l'ai toujours fait. De la même manière que j'ai toujours attaqué quand j'étais prise en photo par des paparazzis avant de rencontrer François. J'avais été prise en photo à la sortie de la maternité avec mon fils. Donc j'ai toujours attaqué, j'ai toujours protégé cette vie privée. C'était vraiment ça, c'est derrière la porte. Et donc me cacher. Et alors là, il y a un autre petit point, mais là, vous ne l'avez pas en plus. Il est Saint-Jean-de-Luz. Ça, c'est chez moi, ça. Saint-Jean-de-Luz, oui, là, voilà. Oui. Et bien ça, je vais vous raconter une histoire, c'est un secret, mais bon, je le dis. Quand il y a eu cette donc, affaire terrible, c'était compliqué pour moi. J'ai mes fils qui voulaient quand même passer des vacances, il fallait que je trouve une solution. Eh bien, figurez-vous que quand même ceux qui ne disent jamais rien, c'est les Basques. Je suis allée me cacher dans le cinéma, le Select de Saint-Jean-de-Luz. Il y a un petit appartement au-dessus. Ouais. Et Chabi Garat m'a hébergée avec mes fils. Donc moi, j'étais là, dans cet appartement. Personne ne l'a jamais su. Énorme. Mes fils, ils allaient faire du surf, ils faisaient leurs vacances. Et moi, je regardais des films et j'ai passé les soirées. Juste, j'ai eu... D'abord, je suis allée me cacher ailleurs et puis j'ai passé... mais il y a eu... cette anecdote où quelques personnes, pharmaciens, cacos, quelques personnes étaient là pour moi à ce moment-là. Justement, ce cercle familial, je crois que vous l'entretenez mieux que personne. Et il y a un truc que j'adore, je ne sais pas si c'est vrai, vous allez me le dire. On demande à nos invités, quand ils viennent ici, un geste qu'ils savent faire mieux que personne. Et vous, tout le monde est unanime pour dire que vous passez le rotophile mieux que personne. On a une photo qui en atteste, qui a été prise sur vos réseaux sociaux. Et apparemment, il y a un rendez-vous qui est incontournable chez les Lalsalle, c'est que vous demandez à vos enfants au moins une fois par an de venir passer le rotophile avec vous. Est-ce que c'est vrai ? C'est totalement vrai, depuis qu'ils sont petits, parce que quand mon frère a repris l'exploitation, il y a eu quand même... il a élargi les terres, mais qu'avec des terres très en pente. Ensuite, mon fils a acheté aussi une propriété, ma femme en avait acheté une petite, mais c'était des propriétés que personne ne voulait. Et 40 hectares à entretenir. Mais si vous n'entretenez pas, les ronces folles de l'oubli vous transforment tout, ce n'est plus qu'un nid de vipères, vous ne pouvez rien en faire. Donc j'ai entrepris, dès l'âge de 20 ans, de continuer à tout faucher, comme du temps où on faisait du foin, ce que j'ai fait jusqu'à 24-25 ans. Et oui, je m'y suis tenu, sans trop savoir d'abord pourquoi. J'ai rendu plus que souvent ma femme désespérée. Au lieu de partir en vacances ensemble, j'étais là. Mais il me semblait que c'était un testament que j'avais reçu. Personne ne m'avait rien demandé, mais je devais le faire. Et vous le faites très bien. D'ailleurs, vous êtes en tenue. Souvent, on vous voit, encore une fois, sur vos réseaux sociaux, avec les tenues de rugby de votre fils. À l'époque, notamment le short de l'équipe de Toulon, que j'ai pu noter sur le compte Instagram. Et j'y reviens d'ailleurs sur Instagram, parce qu'au milieu de toutes les photos qu'on peut voir, il y en a une qui m'a interpellé. C'est un hommage que vous faites à Robert Badinter. On va y venir. Et je vais lire ces paroles avant qu'on le voit à l'image. C'est « Rares sont les hommes et les femmes politiques défiant la pensée unique, debout de fermeté et en paix avec leurs convictions. » Cette phrase-là, vous partagez ça avec Robert Badinter ? Ça vous ressemble aussi ? Complètement, parce que lorsque je deviens maire, on ne sait pas encore si Giscard va gagner et refaire un deuxième mandat, mais il a fait l'avortement. Mais je suis certain que si Mitterrand arrive, il fera la peine de mort. Et c'était non à 80% au niveau des gens, au niveau des citoyens. Et j'ai eu l'immense privilège de rencontrer Badinter, à peine un petit peu plus tard, 1 ou 2 ans après. Et j'ai été frappé par cet homme. Moi, j'étais déjà acquis. Mais j'ai entraîné mon conseil municipal à raisonner sur une question sur laquelle ils n'étaient pas tous d'accord, sans pour autant mettre l'équipe en péril. Et j'avais dit, ce n'est pas notre vie qui décidera, mais on peut s'écraser sur cette idée-là, si on n'y a pas travaillé.
Et la littérature, elle a cet avantage qu'elle peut tendre un miroir, qu'elle peut être une main tendue aussi à celui qui lit ou à celle qui lit. Et donc, dans ce geste de fraternité, on pourrait dire qu'il y a quelque chose de queer, en tout cas. Ce que je trouve, c'est que dans une période où il y a beaucoup de violence, on parle de lynchage. Est-ce que le livre, il laisse encore un espace à la vulnérabilité ? Ben oui. C'est même sa fonction, je pense. C'est-à-dire que le livre, il va chercher du côté du sensible, du sentiment, du sensoriel, du sensuel. Il parle au cœur, le livre. Il y a plein de choses qui parlent à notre intelligence, et c'est très important qu'on parle à notre intelligence. Les journalistes, les sociologues, les essayistes, etc., les psychologues, tout ce que vous voulez, les experts parlent à notre intelligence, nous donnent une information, et c'est très important que nous l'ayons. J'ai écrit sur les violences faites aux femmes, j'ai écrit sur le harcèlement, tout ça, on a des informations là-dessus, et c'est très important qu'elles nous arrivent. Mais nous, les écrivains, on fait autre chose, on parle au cœur. C'est-à-dire qu'on raconte des histoires à hauteur d'homme, des histoires de vulnérabilité, de fragilité, d'inquiétude, de désarroi, de peur, de déni, de honte, de bonheur, de désir, d'amour, de tout ce que vous voulez, de fantaisie. Et là, on touche le cœur. Et quand on touche le cœur, on peut essayer d'éveiller les consciences. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on y arrive. Ce qu'on aime bien faire dans l'émission aussi, c'est un peu scroller sur vos réseaux sociaux. Oula. Il y a pas mal de choses. Ah oui, d'accord. Et notamment, un moment qui est important, c'est la rencontre avec le public. Ça ressemble à quoi une séance de dédicace ? Est-ce que c'est un peu quand des rockstars vont rencontrer le... Non, hélas, non, j'adorerais que ce soit comme ça, qu'il y ait des milliers de gens, que je me jette dans la foule. Non, c'est pas du tout comme ça, c'est beaucoup plus paisible, les signatures et les rencontres. Mais d'abord, pour moi, c'est important, parce que, comme je le disais, on écrit dans une grande solitude. Donc le seul moment, la seule possibilité, la seule occasion qu'on a de sortir de solitude et de rencontrer les lecteurs, c'est d'aller dans une librairie ou dans un salon et de les voir. Et du coup, d'entamer un dialogue, de sortir du silence. Et puis parce que c'est toujours des moments merveilleux, parce qu'il y a l'idée que les gens, en fait, vont nous dire pourquoi ils ont aimé les livres, ce qui les a touchés dans les livres. Et ce qui est très, très beau, c'est qu'en fait, ils ne parlent pas des livres, ils parlent d'eux. Ils parlent très vite du fait qu'ils se sont retrouvés dans l'histoire. J'ai écrit un livre il y a très très longtemps qui s'appelle L'arrière-saison, dont le personnage principal est une femme qui s'appelle Louise, qui est assez emblématique visiblement, enfin en tout cas elle l'est devenue. Et beaucoup de femmes arrivaient à cette époque-là devant moi en me disant, alors je voulais vous dire, Louise, c'est moi. Alors je disais, je ne crois pas, parce qu'on ne se connaissait pas il y a 2 minutes et que j'ai quand même écrit le livre un peu avant, mais je vous crois, je sais que c'est vous, je suis sûr que c'est vous. Et donc c'est ça qui est beau dans les rencontres, et donc moi j'aime beaucoup ça, mais après voilà, c'est un moment de partage et de communion, hein, c'est agréable. Alors là, on va arriver dans un moment, une phase importante de l'émission. Ouais. Soit vous me laissez seul prendre un gros four, soit vous m'accompagnez. Ah bon, okay. C'est-à-dire Moi, alors, vous allez venir derrière, juste derrière vous. N'ayez pas peur, celui qui risque le plus ce ridicule, c'est moi. Ah bon ? On va se mettre comme ça face à la caméra qui est là-bas. Et on m'a dit que quand vous étiez petite, quand vous veniez en vacances ou en week-end, vous étiez une spécialiste des chorés. Oui. Et que vous aviez suivi l'école de Mia Fry. Ouais. Et si on met cette musique... Oh là 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 là. Non, j'y vais, moi je la... C'est ça, mais... Je sais plus. Vous la connaissez pas? Non. Parce qu'il paraît, c'est vrai, parce qu'il paraît que... Alors attends, c'est comme ça, et après ça part comme ça. Ah, mais ça, c'était pas la Macarena, hein? Non, non. Ça c'était Alan, qui a été le tube de l'été. Et apparemment, vous rentriez... Et il y avait la Corée qui accompagnait? Il y avait la Corée qui... Ouais, mais franchement, vous en sortez bien, parce que sans la connaître, vous ne m'avez pas laissé seul. Merci, merci beaucoup. Je vous ai juste copié. Bon, ça y est, c'est les vacances. On est content, mais bon, on aurait bien aimé continuer. Cela dit, on s'est régalé avec vous cette saison à explorer cette magnifique carte de Nouvelle-Aquitaine avec tous nos invités. La bonne nouvelle, c'est que dès le mois de septembre, ça reprend. On a déjà calé plein de nouveaux personnages et qui ont plein de coins à nous faire découvrir. D'ici là, moi, je tenais à vous remercier. Je tenais aussi à remercier spécialement toutes les équipes techniques qui m'accompagnent dans cette émission. Et c'est carrément génial de travailler avec eux. D'ici là, on se retrouve donc sur Noah. On se retrouve sur nos réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et ça, c'est génial de voir les chiffres qui augmentent. Et surtout, vos commentaires à chaque fin d'émission, on se régale à les lire. Pour les retardataires, ceux qui n'auraient pas vu toutes les émissions, vous pouvez les retrouver sur la plateforme France.tv. Et vous savez que dans l'émission, moi, il y a un truc que j'affectionne particulièrement, c'est jouer de temps en temps un peu de guitare. Donc j'espère que j'écorche pas vos oreilles. Mais en tout cas, on voulait finir en musique avec un invité très prometteur. C'est un jeune musicien qui, à mon avis, va percer. Il est à vous.
Bakebaki banizkio Neuria izango zen Ez zuen ahal egingo